C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau bilan alarmant en Libye, plus de 5000 morts dans les inondations dévastatrices qui ont frappé le pays. La ville de Derna a été durement touchée, un chiffre avancé par le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement en place dans l'est du pays. Ces nouvelles poursuites contre une partie de la classe politique en Tunisie. 12 personnalités politiques sont dans le viseur de la justice, dont l'ancien Premier ministre Youssef Chahed. Les détails dans un instant. Et puis nous irons à la fin de ce journal sur les traces de Frantz Fanon. Un biopic sur la vie de l'immense figure de la psychiatrie a été tourné en Tunisie au mois de mai. Reportage de nos correspondants. Plus de 5000 personnes ont péri dans les inondations qui ont frappé la Libye, dont 3800 dans la seule ville de Derna. Un bilan délivré par le gouvernement en place dans l'est du pays. Mais le nombre de victimes est très difficile à établir. La zone reste difficile d'accès dans ce pays où règne le chaos. Étienne Paponou. Du matériel logistique, des médicaments et un contingent de secouristes s'achemine à bord de 2 avions cargo militaires à Pise. Un navire est déjà parti plus tôt. Après une mission de reconnaissance mardi, l'Italie répond à son tour à l'appel à l'aide du gouvernement libyen. Même scène sur ce tarmac jordanien. Amman dépêche un avion cargo chargé de tentes, de couvertures et de denrées alimentaires. La veille, l'Égypte expédiait des tonnes de matériel à bord de 3 avions cargo militaires. Comme l'Algérie, qui a mis en place un pont aérien. Militaires, pompiers et membres de la sécurité civile ont été envoyés en Libye. De son côté, la France annonce l'envoi d'un hôpital de campagne qui devrait arriver sur place mercredi. Il sera composé d'une 50aine de civils et de militaires, capables de secourir 500 personnes par jour. À Derna, les besoins humanitaires et logistiques sont immenses. Les nouvelles qui nous parviennent du terrain, c'est que la situation est dramatique et que c'est extrêmement complexe vu les enjeux, notamment en termes de logistique. L'UNICEF a mobilisé des stocks d'urgence, notamment des kits médicaux, des kits d'hygiène, etc. Mais on fait face effectivement à un vrai enjeu logistique avec la destruction de routes et les difficultés d'accès pour rejoindre toutes les zones de cette zone côtière du nord-est libyen qui ont été très touchées. La Turquie, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis ou encore la Tunisie viennent aussi en aide. L'Union européenne annonce mercredi l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande via son mécanisme de protection civile. Les États-Unis annoncent quant à eux l'envoi d'une aide financière. En Libye, les services de santé ont été fragilisés par plus de 10 ans d'instabilité politique, aggravant encore un peu plus la situation des rescapés. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent dans la région de Marrakech au Maroc, durement touchée par un violent séisme vendredi dernier. Plus les jours avancent, moins les chances sont grandes de trouver des survivants. Les zones reculées sont plus accessibles et les populations commencent à recevoir l'aide humanitaire. En Tunisie, le juge antiterroriste a émis un mandat d'amener international contre 12 personnalités politiques. Elles sont accusées dans le cadre d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Parmi ces personnalités, l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahed. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. C'est près d'une dizaine d'affaires concernant le complot contre la sûreté de l'État ou entente terroriste qui sont aujourd'hui devant la justice tunisienne. Alors, dans le cadre de ces affaires, plus d'une trentaine de personnalités politiques, d'hommes d'affaires ou encore d'anciens cadres de ministères sont derrière les barreaux. Ils sont poursuivis sous le coup de la loi antiterroriste qui permet de prolonger la détention jusqu'à 14 mois avant de fixer la date d'un procès. Dans le cas des 12 personnalités qui sont tombées sous le coup du mandat d'amener émis le 12 septembre, un mandat d'amener international. Toutes ces personnalités sont à l'étranger, comme l'a précisé la porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas forcément représentés par des avocats en Tunisie. Parmi les figures, il y a l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahed, l'ancienne chef de cabinet du président de la République Nadia Akecha, qui avait déjà été condamnée en mai dernier à 1 an de prison par contumace pour diffusion de fausses informations, mais aussi des personnalités moins connues de l'opinion publique, comme le fils du leader des Narda, Rached Ranouchi, emprisonné également depuis le mois d'avril. Son fils avait joué un rôle de conseiller au sein de son cabinet,
mais n'avait pas joué un rôle politique sur le devant de la scène après la Révolution. On a également des cadres du ministère de l'Intérieur ou encore d'anciens diplomates. Très peu de détails filtrent sur cette affaire, puisque la justice tunisienne communique très peu sur les affaires de complot contre la sûreté de l'État. On sait juste qu'il s'agit de personnalités qui ont occupé de près ou de loin des postes dans les différents gouvernements qui se sont succédés après la révolution de 2011. Lors du premier bilan pour le président William Ruto au Kenya, cela fait 1 an jour pour jour qu'il a été élu président. Manifestations, grèves, mais aussi succès sur la scène internationale. Sa première année au pouvoir n'a pas laissé les Kenyans indifférents. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. La première année du mandat du président Ruto a été assez mouvementée pour lui, notamment sur le plan économique. Lorsqu'il était candidat, il a fait campagne pour la Hustler Nations, pour les débrouillards qui se lèvent très tôt le matin, travaillent énormément et gagnent très peu d'argent. Il promettait d'augmenter leur pouvoir d'achat. Eh bien, cela n'a pas été le cas. Au contraire même, il y a de très nombreuses nouvelles taxes qui ont un poids particulièrement important sur les ménages, notamment ceux des classes les plus pauvres. Le président Ruto a d'ailleurs déclenché des manifestations dans plusieurs villes et pas seulement dans les bastions de l'opposition, des manifestations qui sont de temps en temps transformées en émeutes, des émeutes réprimées par la police. J'ai vu la police ouvrir le feu à balles réelles sur des manifestants. Il y a eu une trentaine de morts au total, de nombreux blessés. Je n'avais pas vu pareille violence depuis l'élection et les violences post-électorales de 2017. Un bilan négatif donc sur le plan économique, mais aussi positif selon ses soutiens dans d'autres domaines, notamment un plan de financement de logements abordables pour les Kenyans les plus pauvres ou encore le développement de l'aura du Kenya à l'international. Le président Ruto qui essaie de se donner une image de panafricaniste, intéressé par la défense de l'environnement, notamment grâce à l'organisation du sommet de Nairobi la semaine dernière. Un président qui s'est aussi rapproché de certaines puissances occidentales, l'Union européenne, les États-Unis, notamment en s'opposant à la politique de Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. Alors, selon un sondage qui est paru ce mercredi au Kenya, 49% des Kenyans considèrent que le président William Ruto fait du bon travail et emmène le pays dans la bonne direction, contre 36% qui y sont opposés. L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a annoncé aujourd'hui avoir remis sa démission devant le Conseil de sécurité, où il a mis en garde contre le risque de guerre civile dans ce pays ravagé par un conflit armé. Nous en reparlerons dans notre seconde édition avec notre correspondant régional Bastien Renouille. On vous parle du grand barrage de la Renaissance, source de tension entre 3 pays traversés par le Nil, l'Éthiopie, dont c'est le projet phare, l'Égypte et le Soudan. Son remplissage a été achevé selon Addis Abeba, une annonce qui a ravivé les tensions avec l'Égypte. Le Caire condamne une opération unilatérale et illégale. Clarisse Fortuné. Des images du Nil et du grand barrage de la Renaissance, postées sur le réseau social du Premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed l'a annoncé, le remplissage de ce méga barrage, présenté comme le plus grand d'Afrique, est terminé. Une opération dénoncée par l'Égypte, qui dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. Les mesures unilatérales de l'Éthiopie ne tiennent pas compte des intérêts et des droits des 2 États situés en aval, ni de leur sécurité hydrique protégée par le droit international. D'un coût environ 3,5 milliards d'euros, le barrage devrait générer à terme plus de 5000 mégawatts et permettre à l'Éthiopie de doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses quelques 120 millions d'habitants ont actuellement accès. Mais le Soudan et l'Égypte, en aval sur le Nil, voient le barrage éthiopien comme une menace pour leur approvisionnement en eau. De nouvelles négociations sont prévues à Addis Abeba pour tenter d'obtenir un accord tripartite sur ses modalités de fonctionnement. Fin du procès de Jean-Marc Kaboun dans République démocratique du Congo. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et ancien proche collaborateur du président Tshisekedi a été condamné à 7 ans de prison. Détenu à la prison de Makala depuis août dernier, il est notamment reconnu coupable d'outrage au chef de l'État. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Le verdict a été lu dans la salle d'audience en présence de ses avocats. Jean-Marc Kaboun, de lui, n'était pas présent. L'ex-chef du parti présidentiel a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Une peine sévère selon ses avocats, alors que le ministère public avait requis 3 ans d'emprisonnement. Alors avec ce verdict, c'est donc la fin de plus d'1 an de procès. Pour rappel, Kaboun avait quitté le parti au pouvoir pour créer son propre parti politique en août dernier. Il avait ensuite été arrêté
arrêté pour avoir tenu des propos critiques envers le président Félix Tshisekedi, parlant notamment, je cite, d'absence de vision claire et d'incompétence notoire. C'est un cumul de peines. Pour l'outrage, la Cour a retenu 4 mois. Pour l'offense, 4 mois aussi. Pour la propagation de faux bruits, elle a retenu 16 mois. Et en ce sens-là, elle a retenu pour chaque peine. Elle a retenu les infractions qui étaient... Pour chaque infraction, elle a retenu certes les peines. Et ainsi, elle a fait un cumul de peines. C'est une peine sévère? C'est très sévère. La peine est très sévère. 7 ans, 84 mois, c'est quand même beaucoup. C'est donc la déception pour les avocats de Jean-Marc Kaboun, car la Cour de cassation était le dernier recours possible pour leurs clients. Déception aussi à l'extérieur, sur le parvis de la Cour de cassation, où quelques dizaines de militants étaient venus soutenir le président de leur parti. Tous dénoncent un procès politique, car selon eux, cette condamnation vise à empêcher Jean-Marc Kaboun, candidat déclaré, de se présenter à l'élection présidentielle annoncée pour le 20 décembre. Et puis sachez que notre confrère Stanis Boujakera est toujours en détention, correspondant de Jeune Afrique. Il avait été arrêté le 8 septembre et est accusé de propagation de faux bruits. Il lui est reproché d'avoir relayé une information de Jeune Afrique concernant l'assassinat du député Okende Cherubin. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé mardi qu'ils mettraient fin à un accord militaire avec le Bénin. Niamey accuse son voisin d'avoir autorisé le déploiement de soldats sur son territoire en vue d'une possible intervention de la CEDEAO dans le pays. Vous avez sans doute lu Les damnés de la terre de Frantz Fanon, l'homme qui a révolutionné la psychiatrie. Cette figure martiniquaise de la lutte anticoloniale a marqué le continent par son combat pour l'indépendance de l'Algérie, un pays où il a exercé, où il a imposé le concept de l'ethnopsychiatrie. Après son expulsion, il a passé une partie de sa vie en Tunisie. C'est là-bas qu'un biopic sur sa vie a été tourné en mai dernier. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Les murs de cet hôpital datant du protectorat français à Menzel Bourguiba, dans le nord de la Tunisie, ont servi à reconstituer les années algériennes et tunisiennes du psychiatre et sociologue Frantz Fanon. Action! Ce biopic français est la première œuvre de fiction sur ce militant antiraciste et anticolonialiste. Mais ce qui me passionnait, c'était l'homme et sa pensée à travers sa pratique de la psychologie. Et c'est là, je pense, qu'il a été très novateur. C'est quelqu'un qui a bouleversé la psychiatrie. Et je ne pouvais pas me dire un personnage aussi fort du XXe siècle n'avait pas des choses à dire intérieurement. Dans les années 50, Frantz Fanon a marqué la psychiatrie par son humanisme et sa réticence à recourir aux traitements médicamenteux. Il a également développé les concepts d'ethnopsychiatrie et d'aliénation pour définir les séquelles de la colonisation sur ses patients. Alexandre Bouillet, l'acteur qui incarne Fanon à l'écran, l'a découvert avec le film. Ce que ça m'a fait, moi, de me rendre compte que je ne connaissais pas ce monsieur ni son histoire, et je me suis dit, je pense que j'ai pas envie que d'autres personnes le ressentent, j'ai envie de raconter cette histoire à notre génération, aux générations d'avant, aux générations d'après et aux générations qui vont arriver. Comme en France et en Algérie, la mémoire de Fanon a été également mise à l'écart en Tunisie, où il avait pourtant continué son militantisme anticolonial et aussi exercé dans les hôpitaux psychiatriques tunisiens. Réhabiliter Frantz Fanon dans la pensée et dans la pratique politique tunisienne, c'est redonner de la profondeur à notre histoire, une profondeur africaine. Autre personnage qui devrait être plus reconnu, la femme de Frantz Fanon, Josie, militante anticolonialiste. En fait, on a beaucoup d'articles parce que c'était une journaliste, donc on lit ses articles. Mais c'est vrai qu'on n'a presque pas de photos. Enfin, nous, on a trouvé 2 photos en fait, d'elle et j'ai un témoignage radiophonique. Josie Fanon a vu son mari mourir à 36 ans des suites d'une leucémie foudroyante, en laissant un héritage et une pensée sur la question coloniale qui fait toujours l'objet d'un travail de mémoire. Le film devrait sortir dans les cinémas courant 2024. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.